Cela fait près de 20 ans que le catch professionnel a perdu l'une de ses plus brillantes étoiles. Avant d'être un champion de la WWE et une légende, Eddie Guerrero était en guerre contre lui-même. Et alors qu'il semblait avoir enfin trouvé la paix, la tragédie a frappé. La fille d'Eddie, Shaul Guerrero, a gardé le silence pendant 20 ans, jusqu'à aujourd'hui. Shaul a brisé le silence, et ce qu'elle a révélé bouleverse l'histoire. L'homme que nous avons acclamé et pleuré cachait bien plus de choses qu'aucun d'entre nous ne le pensait. Et aujourd'hui, nous allons tout vous raconter. Eddie est né dans la royauté du catch. Il était le plus jeune fils de Gory Guerrero, l'un des catcheurs les plus respectés du Mexique. Eddie a grandi entouré par le milieu. Ses frères aînés luttaient également, si bien que le nom de la famille était déjà légendaire. Mais Eddie n'a pas seulement hérité d'un héritage, il a dû le mériter. Il s'est entraîné dans le gymnase d'El Paso que dirigeait son père. Il a lutté au Mexique, au Japon et à l'ECWFI, avant d'arriver à la WCW, où les fans ont commencé à voir ce qui le rendait spécial. Une exécution impeccable, un charisme naturel et un mélange de flash et de cran. Lorsqu'il rejoint la WWE en 2000, il n'est plus seulement le fils de Gory Guerrero. Il était Eddie, mais aucun nom de famille ne peut vous protéger de vos démons. L'usure de la route a eu raison de lui, mais c'est l'accident qui a poussé Eddie dans ses derniers retranchements. Le jour de l'an 1999, Eddie a perdu le contrôle de sa voiture, l'a retournée à grande vitesse et s'en est sorti de justesse. Il s'est brisé le bassin, s'est fracturé les vertèbres et s'est détruit la cheville. Les dommages physiques n'ont jamais complètement guéri et il a lutté le reste de sa carrière dans la douleur. Mais les vrais dégâts n'étaient pas visibles. Les analgésiques sont devenus une nécessité, puis une béquille, puis une dépendance. Il a ajouté l'alcool au mélange et ce qui avait commencé comme un traitement médical s'est transformé en une tentative d'engourdissement de ce qu'il ne pouvait pas affronter. Vicky a été la première à remarquer les changements. Il était distant, irrégulier et en colère. Ses sautes d'humeur sont devenues plus difficiles à gérer, surtout en présence des enfants. Ses amis l'ont également remarqué. Chris Benoit et Dean Malenko l'ont vu s'affaiblir et ont essayé d'intervenir. Mais rien n'arrête la spirale. L'arrestation a eu lieu après la découverte d'une voiture accidentée et abandonnée que la police a ensuite reliée à Eddie. Ce n'était pas un crime violent, mais c'était un signal d'alarme. La WWE avait déjà essayé de l'aider, mais là, elle a été claire. C'était fini. Il a été licencié discrètement, sans déclaration publique. Et c'est ainsi que tout ce pourquoi il avait travaillé s'est envolé. Son travail, sa famille, son identité. Il a disparu de la télévision et du monde des affaires. Tout ce qui restait, c'était la douleur et un choix. Pendant des mois, Eddie a disparu des projecteurs. Pas de réservation ni de promotion, juste une cure de désintoxication et un travail silencieux et acharné pour se désintoxiquer pour de bon cette fois-ci. Dans son autobiographie, Eddie admettra plus tard que perdre la WWE lui a fait le plus grand mal. Non seulement le travail, mais aussi ce qu'il symbolisait. Il avait travaillé toute sa vie pour en arriver là. Et maintenant, à cause de ses choix, il n'y a plus rien. Mais parfois, c'est en touchant le fond que l'on trouve le combat. Eddie n'a pas simplement disparu après sa libération. Il a appuyé sur le bouton « Reset ». À sa sortie, la WWE ne l'appelait pas. Alors il s'est lancé dans le circuit indépendant, Ring of Honor, EW à Mid-South, AAA au Mexique. Il luttait dans de petites salles avec 300 fans. Pas de pyro ni de titantron. Mais ses fans se moquaient de la production. Ils savaient ce qu'il avait traversé et ils sont venus comme si c'était WrestleMania. Les chants étaient plus forts, les réactions étaient plus profondes. Ils ne se contentaient pas d'encourager le catcheur, ils encourageaient l'homme. Nuit après nuit, Eddie a livré des matchs impeccables avec des histoires bien ficelées. Pas de mouvements inutiles. Chaque performance était une déclaration et la WWE l'a remarqué. La nouvelle est parvenue à Jim Ross et à d'autres personnes chargées des relations avec les talents. Ils avaient toujours cru en Eddie, mais ils avaient besoin de preuves qu'il pouvait rester clean. Et maintenant, ils l'avaient. Lorsque l'appel est venu, Eddie n'a pas hésité. Il retourne à la WWE en avril 2002. Mais cette fois, il ne cherchait pas seulement les feux de la rampe, il voulait la rédemption. Pas seulement pour les fans ou la compagnie, mais pour lui-même. Eddie n'est pas seulement revenu au catch, il est revenu à sa famille.
Au pire de la dépendance d'Eddie, Vicky a atteint ses limites. En 2001, elle est partie discrètement avec leur fille, non pas pour faire du théâtre, mais pour survivre. Mais après sa cure de désintoxication, Eddie ne s'est pas contenté de s'excuser. Il a changé, il est resté sobre et s'est montré constant, patient. Un appel par-ci, une visite par-là, pas de grands discours, juste des efforts discrets. Au fil du temps, Vicky a vu réapparaître l'homme dont elle était tombée amoureuse. Plus tard, elle a qualifié leur réconciliation de « seconde chance que nous avons méritée ». Ils n'ont pas réécrit le passé, mais ils l'ont reconstruit. Un moment d'honnêteté à la fois. Au fur et à mesure que sa vie de famille se rétablissait, sa carrière se développait. Il s'est battu avec des légendes comme Stone Cold, Steve Austin et Ric Flair. Il a fait équipe avec son neveu Chavo. Et lorsqu'il est passé à SmackDown, il n'était pas seulement de retour. Il était meilleur, plus affûté, concentré, inébranlable. Eddie Guerrero devenait enfin l'homme qu'il avait toujours voulu être, non seulement sur le ring, mais aussi à la maison. Au début de l'année 2004, Eddie Guerrero n'est pas seulement de retour, il est à la poursuite du championnat de la WWE. Et c'est Brock Lesnar qui se dresse sur son chemin. Le match s'annonçait mal engagé. Lesnar était plus grand, plus fort et invaincu depuis le début de sa carrière. Eddie n'avait ni la taille, ni l'allure, ni le palmarès. Mais il avait le vent en poupe et les fans étaient derrière lui. Ce n'était pas un simple match pour le titre, il était personnel. La WWE s'est appuyée sur l'histoire réelle d'Eddie, Lesnar évoquant ses difficultés passées, dans l'espoir d'ébranler sa confiance. Mais Eddie n'a pas flanché, il n'a pas essayé de se cacher, il l'a assumé. L'une des promos qui a fait couler le plus d'encre est celle où Brock s'est moqué du passé d'Eddie, disant qu'il espérait que Guerrero était accro à la défaite. Cela a frappé fort, et tout le monde en coulisses n'était pas à l'aise avec ça. Mais Eddie a insisté pour ne pas en parler. Il voulait utiliser son histoire, pas s'en cacher. Plus tard dans la semaine, Eddie a fait l'une des promos les plus crues de sa carrière. Pas de gimmick ou de phrases d'accroche. Juste lui, sur le ring, disant la vérité. I lost my wife. I lost my kids. Il a parlé de la perte de son emploi, de son réveil en prison et du fait qu'il avait failli perdre sa famille. La foule n'a ni hué ni acclamé, elle a simplement écouté. Ce silence en disait long. Eddie ne faisait pas de promo, il disait sa vérité. Plus tard, il a déclaré dans des interviews que la querelle avec Lesnar était plus importante pour lui que toutes les autres, parce qu'il ne s'agissait pas d'une histoire de chaleur, mais de montrer aux gens que quelqu'un comme lui, avec ce passé, pouvait encore valoir la peine d'être encouragé. Lors du dernier SmackDown avant No Way Out, Eddie a pris le micro et a tout dit. Il a parlé de sa rechute, de sa désintoxication et du fait qu'il a dû se battre pour son travail et sa famille. Devant le public, il a déclaré « Je suis un toxicomane, mais je suis aussi un survivant ». Cette phrase a fait mouche, non seulement auprès des fans présents dans l'arène, mais aussi auprès des téléspectateurs à la maison. Le 15 février 2004, Eddie entre à No Way Out dans la peau de David face au Goliath de Lesnar. Le match lui-même a parfaitement illustré l'histoire. Lesnar domine d'entrée de jeu, ballottant Eddie et le broyant. Chaque fois qu'Eddie tentait de se reprendre, Brock lui coupait l'herbe sous le pied. Mais Eddie continuait à venir. À chaque choc et à chaque chute évitée de justesse, on sentait la tension monter. Il a contré la puissance de Lesnar par sa vitesse, son cran et son timing. Après près de 30 minutes, Brock a tenté un F5, mais Eddie l'a inversé en un DDT, plantant Lesnar sur la ceinture de titre qui était accidentellement tombé sur le ring. C'était un retour à ses anciennes habitudes, mais ce n'était pas techniquement de la triche. Alors que la foule se lève, le Frog Splash est lancé. Eddie est monté, s'est arrêté une demi-seconde et s'est lancé. Un coup net. 1, 2, 3. La foule est assourdissante. Paul Heyman a déclaré plus tard dans son podcast que Brock était fier de ce match. Il a dit que c'était la façon parfaite de faire gagner Eddie et a félicité Lesnar d'avoir su s'appuyer sur l'histoire de l'outsider. Eddie a roulé sur Lesnar et s'est accroché au titre comme s'il venait de prendre l'air. Les larmes coulent sur son visage, tandis que la foule scande son nom. Latino Heat a réussi l'impensable. En coulisses, Kurt Angle et Chris Benoit attendent en position de gorille. Lorsqu'Eddie franchit le rideau, toujours en pleurs, c'est la fin d'une guerre qu'il a menée pendant des années et il a finalement gagné. Pour la WWE, c'est un moment historique. Pour Eddie, c'était la preuve qu'il pouvait vaincre les obstacles, qu'il était à sa place et que tout ce qu'il avait traversé l'avait conduit à ce moment. Un mois plus tard, à WrestleMania
WrestleMania 20, il a célébré son exploit aux côtés de son ami Chris Benoit, créant ainsi l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du catch. Eddie est revenu sur cet exploit lors d'une interview. Vous savez, parfois un rêve semble trop lointain et inaccessible. Eh bien, WrestleMania 20 a été l'un des moments où j'ai réalisé ce rêve, non seulement pour moi, mais aussi pour Chris. Casser le moule des géants, c'était génial. Je vais me féliciter pour cela. Le fait d'être un catcheur plus petit est une chose à laquelle j'ai été confronté toute ma vie. Mais ce n'est pas la taille du chien dans le combat qui compte, c'est la taille du combat dans le chien. Et c'est ce que je dirais à propos de Chris et moi. L'image d'Eddie et de Benoit s'embrassant, tous deux détenteurs de titres mondiaux, a clôturé le plus grand spectacle de l'année. Deux hommes qui n'ont jamais été considérés comme les élus. Ils n'étaient pas des culturistes ou des favoris de la compagnie. Il s'agissait simplement de deux catcheurs de classe mondiale qui l'ont gagné à la dure. En coulisses, ce moment a été tout aussi difficile à vivre. Les catcheurs qui les ont accompagnés, comme Malenko, Jericho et Angle, ont dit qu'ils avaient tous l'impression d'avoir gagné. Ce fut l'une des fins les plus authentiques de l'histoire de WrestleMania. Pas de heel turn ou de twist, juste deux amis au sommet. Après avoir perdu le titre de champion de la WWE en 2004, Eddie est resté actif à SmackDown. Il était toujours l'un des meilleurs, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus aussi bruyant ou sauvage. Il était plus terre à terre. À l'automne 2005, il est de retour dans la course au titre. Cette fois, il s'attaque au championnat du monde des poids lourds de Batista. L'histoire ne s'articule pas autour de la trahison ou des coups bas. Eddie appelle Batista son ami, mais Batista n'en est pas si sûr. À No Mercy 2005, ils s'affrontent dans le dernier PLE d'Eddie. Eddie perd. Quelques jours plus tard, dans l'épisode de SmackDown du 11 novembre, Eddie a lutté contre Mr. Kennedy. Il a gagné par disqualification après avoir appâté l'arbitre avec ses astuces habituelles. Le classique Lie, Cheat and Stealer. Malheureusement, personne ne pouvait prédire que ce serait son dernier match. 2 jours plus tard, le 13 novembre 2005, Eddie Guerrero ne répond pas à son appel de réveil au Marriott City Center de Minneapolis. Il devait rencontrer son neveu Chavo ce matin-là. Chavo est monté avec la sécurité de l'hôtel et ils ont forcé la porte. Eddie était sur le sol de la salle de bain. Il est décédé à l'âge de 38 ans. La cause du décès est une insuffisance cardiaque liée à une maladie du cœur. Le rapport fait également état d'un usage antérieur de stéroïdes et d'une prise récente d'analgésiques. Mais les premiers articles de presse n'en parlaient pas. La plupart d'entre eux ont simplement indiqué qu'il s'agissait d'une mort naturelle. À la WWE, tout s'est arrêté. Les segments prévus ont été abandonnés. Les intrigues ont été supprimées. Raw et SmackDown sont devenus des émissions d'hommage. Les catcheurs portent des brassards et s'adressent directement à la caméra. Pas de personnages ni de scénario. Certains n'arrivaient pas à terminer ce qu'ils essayaient de dire. Chris Benoit s'est effondré à l'antenne. Rey Mysterio l'a fait sur le ring. Chaque match qui a suivi est devenu un hommage silencieux. Vickie Guerrero était resté aux côtés d'Eddie pendant tout ce temps. Ils avaient reconstruit leur vie ensemble. Le perdre après cela a rendu les choses encore plus difficiles. La dernière ligne droite d'Eddie avait été différente. Il était sobre. Il travaillait. Il semblait installé. Les hommages n'ont pas essayé de raconter une histoire. Ils ont simplement montré l'Eddie que les fans ont suivi pendant des années. Les hauts, les bas et tout ce qu'il y a entre les deux. Après cela, le nom d'Eddie n'a pas disparu. Rey Mysterio l'a porté. Il a remporté le Royal Rumble 2006, puis le titre mondial à WrestleMania 22. Ces 2 victoires ont été dédiées à Eddie. En dehors du ring, Vickie Guerrero a joué un nouveau rôle à la télévision de la WWE. Son personnage est devenu un élément régulier de l'émission. C'était différent, mais cela a permis de maintenir le nom des Guerrero en vie. Les liens de la famille Guerrero avec le monde du catch sont restés forts, même après le décès d'Eddie. Vickie Guerrero est devenue un personnage important à l'écran de la WWE, développant son personnage Excuse Me pour en faire l'une des méchantes les plus mémorables de l'époque. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle a été une general manager extraordinaire, car elle avait le meilleur type de chaleur. Le public aimait essayer d'obtenir un « excuse me » de sa part chaque fois qu'il le pouvait. Elle est devenue l'un des heels les plus constants de la télévision, quelqu'un qui pouvait arriver sur le ring et se faire huer instantanément par toute la foule. Ce n'était pas forcé. Elle s'y est investie, s'appropriant le rôle semaine après semaine. Ses segments avec Edge, Dolph Ziggler et même l'Undertaker ont contribué à la mise en place
masse d'intrigues majeures. Mais en coulisses, ce n'était pas toujours facile. Vicky a déclaré dans des interviews que le fait de porter le nom Guerrero de manière aussi visible avait son propre poids. Elle n'était pas une catcheuse. Elle n'essayait pas d'être Eddie, mais à chaque fois qu'elle franchissait le rideau, elle savait que les fans l'associeraient à lui. Elle a déclaré un jour « Je ne voulais pas être la veuve d'Eddie Guerrero à l'écran. Je voulais laisser ma propre marque. Mais l'honorer a toujours fait partie de mon projet. Ses liens permanents avec l'industrie du catch ont permis à la mémoire d'Eddie de rester vivante dans l'univers de la WWE, créant à la fois des opportunités et des défis pour les membres de sa famille qui doivent gérer leurs propres relations avec son héritage. Alors que les fans pleurèrent l'athlète, la famille Guerrero a dû faire face à quelque chose de plus difficile. Elle a dû faire le deuil de l'homme qu'elle connaissait. Vicky a dû élever seule ses 3 filles. Shaul avait 15 ans. Elle commençait tout juste à s'intéresser à son père, pas au catcheur, mais à la personne qui se cachait derrière. Puis il est parti. Pour Shaul, la perte n'a pas seulement été douloureuse, elle était déroutante. L'Eddie dont les fans se souviennent n'est pas toujours celui avec lequel elle a grandi. Des années plus tard, lors d'une interview, elle s'est ouverte à ce sujet. Elle a dit que son père lui faisait peur en grandissant. Elle se souvient de sa dépendance, de ses sautes d'humeur, de sa distance. Jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est à peu près tout ce que j'ai vu, dit-elle. Je n'ai vraiment appris à le connaître qu'à l'âge de 14 ans. Puis, au moment où la relation devenait enfin réelle, elle s'est terminée. Le monde le qualifie de héros, mais Shaul doit essayer de donner un sens à une version d'Eddie que personne d'autre n'a vue. En 2012, elle s'est engagée avec la WWE et a rejoint NXT. À NXT, elle se produit sous le nom de Raquel Diaz. Son personnage avait des nuances d'arrogance, en partie diva, en partie royale, s'appuyant sur l'héritage d'être un guerrero. Elle a même eu un gimmick appelé Exfoliating Ugliness Tour, conçu pour se moquer de ses adversaires et affirmer sa supériorité. Cela semblait être une étape naturelle, suivre les traces de son père, mais cela n'a pas duré. En coulisses, la pression monte. En 2014, elle a demandé à être libérée. Elle a ensuite expliqué qu'elle souffrait de troubles de l'alimentation. Elle a également déclaré que le fait d'être comparée à son père était accablant. Chaque promotion, chaque match et chaque apparition était accompagnée d'attentes qu'elle n'était pas sûre de pouvoir satisfaire. Elle avait l'impression d'essayer d'être à la hauteur de l'histoire de quelqu'un d'autre et non de la sienne. Elle n'a jamais fait de lien direct avec l'héritage de son père, mais porter le nom des Guerrero dans l'industrie qu'il a façonnée et parfois brisée n'a pas dû être facile. Après s'être éloignée du catch, Shaul a exploré d'autres formes de spectacle. Le burlesque est devenu son exutoire. Il lui a permis de s'exprimer sans porter l'histoire de quelqu'un d'autre. À l'occasion du 15e anniversaire de la mort d'Eddie, elle a posté une photo de leur famille et écrit « Pour moi, ton héritage n'est pas le catch. C'est ce que tu m'as appris à être. Comment tu nous aimais, comment tu étais passionné dans tout ce que tu faisais. À quel point tu étais humble, drôle et gentil. Tu es bien plus que le catch. Merci d'avoir été mon père, mon ami, mon professeur, mon exemple. Repose en paix. » Cette phrase est plus profonde que n'importe quelle vidéo. Ce moment a offert quelque chose de différent. Pas le point de vue d'un fan ou un hommage de la WWE, juste le point de vue d'une fille, compliquée, honnête et réelle. Pour le monde du catch, Eddie était une légende. Mais pour Shaul, il était quelqu'un d'autre. Il était le père qu'elle craignait, qu'elle commençait à pardonner et avec lequel elle ne passait jamais assez de temps. Et à la fin, elle a choisi de se souvenir de lui, non pas pour les feux de la rampe, mais pour les parties qui comptaient pour elle. Pour Shaul Guerrero, honorer son père n'a jamais consisté à se placer sous les feux de la rampe. Il s'agissait de comprendre l'homme qui se cachait derrière la légende. Elle n'a pas grandi en idolâtrant Eddie le catcheur. Elle a vécu avec Eddie, le père. Un père imparfait, intense et parfois effrayant. Et au moment où cette relation commençait à devenir réelle, elle lui a été retirée. Des années plus tard, lorsqu'elle est entrée dans le monde du catch, ce n'était pas pour la gloire. Il s'agissait d'établir des liens. Elle essayait de se rapprocher de quelqu'un qu'elle commençait à peine à connaître. Mais cela ne collait pas. La pression, les comparaisons et l'héritage que tous les autres semblaient comprendre mieux qu'elle. Elle s'est donc éloignée et, ce faisant, a trouvé sa propre voie. Pour Shaul et le reste de la famille Guerrero, l'héritage d'Eddie n'a jamais
était simple. Les fans se souviennent du retour, de la rédemption et du champion. Mais Shaul se souvient de ce qui a précédé, car c'est avec cela qu'elle a grandi. Lorsqu'on a demandé à Chavo si la toxicomanie d'Eddie avait joué un rôle dans sa mort, il a répondu qu'Eddie lui avait dit, la veille, qu'il avait marqué 4 ans de sobriété. Cela correspondait au moment où Shaul a dit qu'elle avait vraiment commencé à connaître son père. Elle a vu la version de lui qui essayait de faire mieux. Ce contexte est important, parce qu'il montre à quel point se souvenir de lui est compliqué. Shaul n'a pas souvent parlé de son père en public, mais lorsqu'elle le fait, elle est honnête sur ce qu'il a été. Elle n'ignore pas les aspects les plus difficiles, mais elle ne les laisse pas non plus tout définir. Elle a dit que son père lui faisait peur quand elle était petite, mais elle a aussi parlé de sa passion, de son humour et de l'amour qu'il leur portait. C'est ce mélange, cette image complète, qui rend son histoire différente de celle racontée à la télévision. Pour la plupart des fans, Eddie restera toujours dans les mémoires pour son talent, son charisme et la façon dont il pouvait communiquer avec la foule. Mais pour Shaul, rien de tout cela n'était l'héritage le plus important. Shaul n'a pas rejeté l'héritage d'Eddie. Elle l'a redéfini selon ses propres termes. Elle est entrée dans le catch, puis s'en est éloignée. Elle a trouvé un autre débouché. Elle a trouvé sa propre voie. Et ce que son histoire nous montre, c'est que l'héritage n'est pas toujours lié à ce que les gens encouragent. Il s'agit de ce qui reste dans l'esprit de ceux qui vous connaissent le mieux. Les personnes qui portent votre nom. Ceux qui se souviennent de la personne dans son ensemble et pas seulement des moments forts. Eddie Guerrero était une légende pour des millions de personnes. Mais pour Shaul, il était son père. Compliqué, plein de défauts et en fin de compte, aimé. C'est l'héritage qui dure. Près de 20 ans après sa disparition, la présence d'Eddie Guerrero dans le monde du catch reste profonde. À WrestleMania 39, Rey Mysterio a rendu hommage à son ami disparu en entrant dans un lowrider conduit par Snoop Dogg, faisant la transition entre Nothing But a G-Tang et le thème emblématique d'Eddie, Viva la Raza. Rey a déclaré plus tard que les flammes sur son équipement et l'ensemble de son entrée étaient des hommages à Eddie. Même après le départ d'Eddie, sa présence n'a jamais vraiment disparu. Les catcheurs qui l'ont connu ont gardé sa mémoire. D'autres, qui ne l'ont jamais rencontré, s'inspirent de lui. Son influence ne s'est pas arrêtée en 2005. Elle s'est poursuivie. Mercedes Moné, anciennement connue sous le nom de Sasha Banks, a souvent cité Eddie comme sa source d'inspiration pour le catch. Sa tenue de ring, notamment à WrestleMania 32, faisait écho à son style, et elle continue d'incarner des éléments de son charisme et de sa technique. En coulisses, Vicky Guerrero a remarqué les flammes qui ornaient l'équipement de Moné en disant « Et cela signifiait beaucoup pour notre famille ». Andrade a déclaré que le succès d'Eddie lui avait fait croire qu'un latino pouvait être la tête d'affiche de la WWE, motivant ainsi ses propres aspirations. De même, Dominic Mysterio, le fils de Rey et le fils d'Eddie dans l'histoire, incarne l'héritage d'Eddie à travers son comportement sur le ring, l'arrogance, le sourire en coin et les tactiques astucieuses. À WrestleMania 41, Dominic a remporté le championnat intercontinental portant un t-shirt d'Eddie Guerrero pendant le post-show, symbolisant la continuation de l'héritage d'Eddie. L'héritage d'Eddie Guerrero perdure, non seulement dans les hommages qui lui sont rendus, mais aussi dans le tissu même du catch d'aujourd'hui. Il est évident dans les mouvements, les histoires et la passion de ceux qui l'a inspiré. Pour les fans, il était l'un des athlètes les plus complets de l'histoire du catch. Technique, charismatique et toujours en contact avec la foule. Mais l'impact le plus profond est venu de son honnêteté. Il ne cachait pas ce qu'il avait vécu. Il s'en servait. Il a lutté, il a tout perdu, et puis il est revenu. Eddie Guerrero n'était pas seulement divertissant, il était réel. Ce qu'il montrait sur le ring n'était pas un personnage, c'était un homme qui essayait de tout faire tenir ensemble. Lorsqu'il a remporté le titre de champion de la WWE en 2004, il ne s'agissait pas seulement d'un exploit de catch, il s'agissait d'un exploit personnel. Il l'avait gagné en faisant plus que des matchs, il l'avait gagné en survivant à ce qui aurait pu le briser. C'est pourquoi son histoire est toujours d'actualité. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il ne l'était pas. L'histoire d'Eddie Guerrero ne s'est jamais limitée au catch. Elle portait sur ce qui vient après la chute, sur le travail acharné à fournir pour revenir. Il n'a pas gagné toutes les batailles, il n'a pas connu une fin parfaite.
parfaite, mais il s'est amélioré. Et ce faisant, il a donné aux gens une raison de croire en une seconde chance. Saul Guerrero a vu ce côté de lui, la version qui essayait, même quand il était tard. Celui qui commettait des erreurs, puis essayait de les réparer. Ce n'est pas une histoire que l'industrie s'est toujours racontée, mais c'est celle qui compte le plus. L'héritage d'Eddie ne se limite pas à ce qu'il a fait sur le ring. Il réside dans les vies qu'il a touchées, les personnes qu'il a inspirées et la fille qui a choisi de se souvenir pleinement de lui, non seulement comme un champion, mais aussi comme un père qui s'est battu pour devenir un homme meilleur. Que pensez-vous de l'héritage d'Eddie et des commentaires de sa fille à son sujet? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.